Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Laval consacré à la longévité des vaches laitières. Alors, je suis Marie-Cécile Lano, chef de produit confort pour De Laval France. Et aujourd'hui, je serai accompagnée de Florian Couchet de la société FDS que je laisse se présenter. Bonjour Florian. Bonjour Marie-Cécile, bonjour à tous. Donc, merci de m'accueillir pour ce webinaire. Donc, en quelques mots, je vais me présenter. Donc, je suis le gérant de la société Farm Dairy Service. On a un cabinet de consultants en production laitière. On est 4 personnes qui intervenons sur la France et uniquement pour les exploitations qui sont équipées de robots de traite. Nous sommes notamment partenaires de Laval depuis 5 ans maintenant et nous réalisons l'accompagnement technique des solutions produits comme le logiciel Farm Dairy Pro Manager, toutes les solutions produits, leur navigateur, caméra BCS ou encore activité maître. Donc, sur le terrain, on réalise des audits pour les concessions et surtout pour les éleveurs avec comme objectif principal l'optimisation des performances des élevages VMS et tout ce qui va être circulation, confort des bâtiments d'élevage ou encore sur la qualité du lait. Donc, bienvenue à tous et merci d'avoir rejoint ce webinaire. Alors, le déroulé de la présentation, rapidement, on va y avoir à peu près 40 minutes de présentation. Et puis ensuite, on prendra 15 à 20 minutes pour répondre à vos questions. Et puis, tout au long de la présentation, on va vous poser des questions sur l'onglet sondage que vous voyez sur la droite de votre écran. Donc, vous pourrez aller y répondre au fur et à mesure que je vous y inviterai. Et il y a également un onglet questions. Donc, vous pouvez poser vos questions tout le long de la présentation et on les prendra à la fin. Alors, je vais commencer tout de suite par vous poser une question d'ailleurs. Pour commencer ce webinaire, on va parler de la longévité, pourquoi s'intéresser à la longévité, les critères de la longévité, puis on s'attardera sur un élément, vous allez le voir, qui est essentiel, qui est la gestion du stress thermique. Donc, la première question que je vous pose, donc à vous les éleveurs qui êtes présents, donc allez-y, vous pouvez aller sur l'onglet sondage. Est-ce que vous connaissez le rang moyen de lactation de votre troupeau? Donc, on va attendre un petit peu qu'il y ait des réponses qui se profilent. Donc, il y en a déjà un petit peu. Voilà. Donc, on est sur du 2,2, 2,8. Bon, très bien. Ça répond. Donc, on voit que c'est bon. Voilà, en dessous de 3 majoritairement. Donc, voilà, vous allez comprendre par la suite où on veut en venir. Et donc, vous êtes définitivement au bon endroit ce matin. Donc, quelques chiffres pour commencer à parler de la longévité. Et bien, sachez que le coût d'élevage d'une génisse, voilà, c'est à peu près entre 1100 et 1400 €. Ça dépend des pratiques. Le coût lié au renouvellement, c'est 10% du coût de production total. Donc, c'est vraiment loin d'être négligeable. Et le potentiel génétique d'une vache, il est visible à partir de la 3e lactation. Donc, ces 3 chiffres-là, ils sont à mettre en face d'un autre. C'est qu'en France, une vache sur 2 n'atteint pas le troisième vélage. Donc, on s'accole avec les résultats du sondage, les éléments que vous nous avez donnés. On est plus en dessous de 3 qu'au-dessus, a priori. Donc, du coup, vous voyez bien où est-ce qu'on veut en venir. C'est que quand on parle de longévité, surtout, on va parler de rentabilité. Pourquoi on va s'intéresser à la longévité? Donc, comme vient de le dire Marie-Cécile, la longévité, c'est un grand principe, c'est une sorte d'idéologie. C'est un peu comme pour nous, par exemple, l'écologie. Il faut la ramener à des critères de longévité. Donc, dans le contexte actuel de la production mondiale et française, on va s'intéresser à la rentabilité. Et donc, c'est que cette longévité et la rentabilité qui va faire cette notion de durabilité et puis qui peut nous amener à cette question: comment accroître la durabilité de vos élevages? Donc, on va donc plutôt parler d'animaux qui durent à travers cette longévité afin d'amortir la phase d'élevage improductive. Donc, aujourd'hui, on vous challenge pas mal sur le terrain pour réduire la durée d'élevage de vos génisses et faire qu'elles vèlent de plus en plus tôt. C'est pas anodin. Et dans un autre volet, diminuer le coût de renouvellement. Donc, comme on vient de l'exposer, le taux moyen français aujourd'hui de renouvellement est entre 25 et 30%, avec des rangs moyens de lactation entre 2,3 et 2,5, donc on a pu le voir dans le petit sondage. Et donc, on va vraiment s'attacher à ces éléments-là pour diminuer le coût de production. Donc, on vous a mis un petit schéma qui explique ça, parce que quand on parle de rentabilité, il faut bien associer les coûts et les gains. Donc, sur ce petit graphique, vous avez en bas les âges des animaux, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., 4 ans. Sur la gauche, une échelle en euros.
Et donc, la ligne rouge, elle va représenter les coûts, donc les coûts de production de vos animaux, et puis ensuite le coût tout au long de la carrière de l'animal. Et la courbe bleue va représenter les gains. Donc, on retrouve bien la partie coût d'élevage improductif, phase improductive, pardon, où là, tant que l'animal ne produit pas de lait et je n'ai pas d'argent qui rentre dans ma poche. Et ensuite, on va observer que le croisement coût-gain s'observe durant la première lactation. Donc voilà, il faut à peu près 6 tonnes à 7 tonnes de lait pour amortir ma génisse. Et donc, on va commencer significativement à gagner de l'argent à partir de la seconde lactation. Et ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est ça qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est que plus votre animal va vieillir, plus il va vous faire gagner de l'argent. Donc, à l'inverse, moins il dure, moins on gagne. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire vieillir les animaux, puisque, in fine, la vache, elle atteint son potentiel maximal, grosso modo, autour de la 4e, 5e lactation, et qu'elle va pouvoir vous rapporter jusqu'à 2500 à 2300 à 2500 € par lactation, plus elle va vieillir. Donc, à partir de là, voilà, il y a, comme je viens de vous l'expliquer, il y a beaucoup de critères, de paramètres qui s'associent à cette longévité. Donc, nous, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir, bien sûr, tous les détailler dans ce format court. L'idée, c'est vraiment de se focaliser sur une partie de ces critères. Donc, on va avoir des critères qui sont liés à la génétique, donc que vous connaissez. D'autres critères qui sont plutôt liés au management. Et ça, je pense que sur le terrain, il y a bon nombre d'animations techniques qui traitent indépendamment ces sujets-là. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt s'attacher à la partie confort. Donc, c'est ça que nous aussi, FDS, cabinet FDS, on évalue sur le terrain, avec ces notions de bâtiment et ces notions de rentabilité vis-à-vis des réformes qui sont pour nous liées directement à ce confort du bâtiment. Donc, un des messages forts qu'on veut vous faire passer aujourd'hui, c'est concernant ces fameuses réformes. Donc, elles se distinguent en deux parties. Les réformes choisies, voilà, qui sont liées à votre stratégie, puis aussi ce que vous aimez voir au niveau de vos animaux. Mais de l'autre côté, les réformes forcées, où là, c'est des choses qu'on subit, ce qu'on appelle aussi les réformes subies, qui représentent 50% également de vos réformes. Donc, en pôle position de ces critères de réforme, on retrouve la partie notamment reproduction. Donc, 23% des réformes subies sont liées à ces critères de repro. Ça, c'est pas anodin, puisque votre vache, si elle évolue dans des conditions qui sont pas optimales, au niveau du bâtiment notamment, eh bien, c'est sa fonction primaire qui va être entachée, amputée, et donc elle va pas pouvoir se mettre à la repro. Ensuite, on voit les autres critères qui apparaissent, et puis parfois des critères qui semblent plus anodins, comme la mortalité ou les accidents, qui représentent 3% chacun. Mais il faut savoir que ces 3%-là, ils coûtent très très cher, puisqu'on ne peut pas valoriser l'animal en tant que réforme. Et là, c'est vraiment une perte nette pour l'élevage, puisqu'un animal perdu, donc c'est 1 000 € de réforme en moins, grosso modo, et 1 500 € de génisse de remplacement. Donc c'est 2 500 € net sur une perte d'animal. Donc si on en a quelques-uns dans l'année, en nombre, c'est clair que ce n'est pas très conséquent, mais par contre, en valeur, ça représente beaucoup d'argent. Donc ça fait partie aussi de ces critères-là à regarder par rapport à la partie confort du bâtiment et dans lequel évoluent les animaux d'élevage. Comme nous l'a dit Florian, le confort, c'est vraiment un point essentiel de la longévité. C'est là-dessus qu'on va s'attarder aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs points clés dans le confort, vraiment dans un bâtiment d'élevage. Donc, on peut les lister comme ceci. Donc, c'est l'éclairage, l'abreuvement, le couchage, la gestion du stress thermique, la gestion des allées, des effluents, la circulation et les espaces. Donc, vraiment tout ce qui est circulation. Donc là, aujourd'hui, on va parcourir un petit peu ce qui est abreuvement, espace, couchage, et puis on s'intéressera vraiment plus de manière approfondie sur la gestion du stress thermique tout à l'heure. Donc, je laisse Florian vraiment parcourir les 3 premiers points, espace, abreuvement et couchage. Merci Marie-Cécile. Donc, ce qu'on va essayer de vous faire transpirer, c'est un peu nous, ce qu'on voit sur le terrain. Donc, bien sûr, chaque cas est différent, mais ouais, nous, on s'attarde vraiment à comprendre dans quel environnement les animaux évoluent. Donc, quand on parle d'espace, étant donné que nous, on intervient aussi beaucoup dans les systèmes de traite volontaire, donc les VMS, robots de traite, on va évaluer l'espace disponible pour les animaux pour qu'ils puissent accéder notamment à la traite. Donc là, vous voyez à gauche un système de robots en tandem, avec là, on voit au niveau de l'aire d'attente, beaucoup d'informations pour les animaux, des brosses,
le racleur, l'abreuvoir, les marches. Donc, ça, c'est des éléments à prendre en compte au niveau de votre bâtiment. Ah, je crois qu'il y a une coupure. Excusez-nous, je crois qu'il y a une petite coupure côté Marie-Cécile. J'étais en train de vous expliquer la partie espace au niveau du bâtiment. On va attendre quelques minutes qu'elle réapparaisse. Malheureusement, c'est un peu les joies de la technologie. Avec ce confinement, on s'adapte aujourd'hui à développer des nouvelles. La revoilà. Voilà, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme j'étais en train de le dire, Voilà, je pense que vous s'adapte avec les nouvelles technologies pour pouvoir continuer à divulguer les messages techniques. Donc ça, bon, ça fait partie des petits aléas. Donc au niveau de l'espace, je reprends. Donc voilà, tout ce qui va être au niveau de l'environnement des animaux. Donc à droite, donc vous pouvez voir un autre système de bâtiment robot de traite en deux lots. Ici, donc avec comme on peut le voir sur la photo, des animaux qui sont bien répartis dans le bâtiment, de la lumière, de l'espace, du confort, de l'espace devant le robot. Sur la gauche, ici, vous voyez en bleu un abreuvoir, une vache qui est en train de se brosser. Et donc là, on voit que dans cet environnement-là, les vaches se répartissent bien dans le bâtiment. Et comme j'aime le dire, un petit clin d'œil, une vache, il faut essayer de se mettre dans le référentiel de l'animal. Une vache, c'est gros, donc c'est 2,5 mètres de long sur 1 mètre de large, ça fait 2,5 mètres carrés. Donc amusez-vous chez vous à découper un carton de 2,5 mètres carrés et le balader dans le bâtiment. Voilà, il faut qu'à un moment donné, nous, êtres humains, on se mette aussi dans le référentiel de l'animal. C'est ce qu'on va essayer de vous faire transpirer aujourd'hui. Donc au niveau du couchage, c'est un peu la même réflexion. Donc c'est comme vous si vous dormez dans un petit lit ou un king size. Donc on va s'attacher au code des logettes. À savoir que les animaux aussi, avec la génétique, on en a parlé précédemment, évoluent. Donc les animaux d'il y a 10-15 ans ne sont plus les mêmes. Donc les codes de logette que pouvaient vous donner les fournisseurs à ce moment-là ne sont plus forcément les mêmes et demandent à être évolués. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup sur le terrain, c'est un manque de dégagement au niveau de la barre au garrot, avec un problème de hauteur de barre. On a une déconnexion, donc je vais continuer quand même. Donc on voit souvent un problème de hauteur de barre au garrot. Donc ça, vous pouvez vous en rendre compte assez facilement quand vous observez vos animaux qui rentrent dans les logettes. Donc on voit à peu près quel effet, quel balancier doit faire l'animal. Et donc si votre barre, il y a trop d'écart entre le haut de l'animal et la barre au garrot, donc vous imaginez qu'elle doit faire son balancier. Et donc c'est compliqué, ça demande un effort assez important à l'animal pour se coucher. Donc, on va regarder une autre cote aussi par rapport à cette hauteur de barre. Donc, c'est la cote qu'on vous a mis en diagonale, donc 220-230 cm. Donc, voilà, c'est ça qui nous permet aussi de mesurer si on a le dégagement nécessaire pour que l'animal puisse bien se coucher. Donc, aujourd'hui, il y a des solutions techniques peu coûteuses, comme ici à droite. À l'inverse, on vous a mis une barre au garrot dite cintrée, qui permet sur des formats de logette un peu contraignants pour les animaux, ou sur des évolutions de gabarit, qui permettent de donner du dégagement à l'animal et faire que ça puisse aussi s'adapter en fonction des différents gabarits, voire même s'il y a différentes races au niveau du troupeau. Ensuite, au niveau du confort du couchage, donc là, on était plus sur, pour que la vache puisse bien accéder à la logette, se coucher, se lever. Ensuite, il y a la partie temps de couchage. Il faut savoir que le temps de couchage, c'est hyper important. Voilà, une vache fait du lait quand elle est couchée. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. Voilà, de voir votre vache ruminer dans les couloirs, c'est bien, mais c'est pas suffisant, quoi. Donc, il faut que votre vache soit couchée. Donc, pour ça, il faut un lit de couchage confortable. Donc, à gauche, on voit déjà un problème d'accès à la logette, puisque quand vous avez une vache qui met la tête au-dessus de la barre au garrot, vous imaginez qu'elle n'a pas assez de dégagement pour faire son balancier. Et ensuite, la partie lit du couchage va renvoyer aussi à la partie hygiène, qualité du lait. Donc, à droite, vous voyez des systèmes qui commencent à apparaître en France. Voilà, nous, on a de plus en plus de demandes à notre niveau dans la partie conception des bâtiments, organisation des bâtiments. Donc, un système de logette litière accumulée sable, où là, on a un lit de sable d'environ 20 cm qui amène un confort de couchage très, très bon. Et aussi une solution comme le sable, donc qui est inerte, qui permet de garantir une bonne qualité du lait, une bonne hygiène au niveau de la santé du pis. Enfin, dernier point,
Peut-être vous avez l'impression qu'on rabâche, mais si on le rabâche, c'est peut-être parce que c'est pas encore mis en application dans tous les élevages en France, et c'est bien dommage. Donc, il y a cette notion d'accessibilité et de disponibilité de l'eau, c'est bien différent. C'est des notions qui sont différentes. Donc, on peut trouver comme ici, donc là, c'est en sortie d'aire d'attente de VMS. C'est très bien d'avoir mis l'abreuvoir tout de suite à disposition, mais il faut qu'il soit facilement accessible. Donc, ici, de l'avoir mis en haut d'une logette à une hauteur qui n'est pas adaptée pour l'animal, bah, ça va forcément limiter son ingestion d'eau. Donc, ça ne va pas être de là à ce qu'elles ne boivent pas, mais elles vont forcément limiter. Et ça, quand on est dans des périodes de forte chaleur, comme on a encore pu le vivre cet été, c'est problématique. Donc, à droite, vous retrouvez des abreuvoirs grande longueur, voilà, qu'on va pouvoir disposer dans les couloirs transversaux. Bon, ça va dépendre aussi des configurations de bâtiments. Voilà, gardez en tête, s'il y a vraiment un chiffre que je veux vous retenir aujourd'hui sur la partie bâtiment confort, c'est 10 cm d'abreuvoir par vache. Très important d'avoir une longueur suffisante. Et puis, pensez-y, mais c'est tout bête, la partie comptage, vraiment compter la quantité d'eau qui est ingérée par vos animaux, ça peut vous envoyer sur une piste de sous-performance, de problème de valorisation de ration. Voilà, un compteur d'eau avec les raccords compression, ça vaut dans les 50 €. Donc, soit vous le mettez sur votre clarinette à l'arrivée d'eau du bâtiment qui dessert les différentes zones, soit même si vous voulez vous amuser, voilà, à comptabiliser la différence d'ingestion bu au niveau des abreuvoirs sur des grandes longueurs, des petites buvettes ou des tête-à-tête, ou voire même l'abreuvoir sortie de traite, notamment VMS, voilà, où là on est sur à peu près 30% de l'eau bu de la journée devant le robot. Voilà, donc je vous invite à bien faire le point là-dessus, sur la partie abreuvement. Merci Florian donc, pour ces détails pratiques sur ces éléments-là. Et puis donc maintenant, on va un peu plus s'attarder sur la partie gestion du stress thermique. Alors pourquoi parler du stress thermique? Mais parce que je pense que ça ne vous a pas échappé, c'est vraiment un sujet d'actualité. On en entend énormément parler, que ce soit dans la presse ou autre. Et je pense que la majorité d'entre vous a déjà remarqué des effets du stress thermique sur vos troupeaux. Je vous pose d'ailleurs la question. Donc pareil, sur l'onglet sondage apparaît la question, est-ce que vous avez constaté des pertes de lait cet été? Combien est-ce que vous estimez que vous avez pu perdre en lait à cause du stress thermique cet été? Donc, on a mis quelques propositions. Je vous invite à y répondre. Voilà, donc on est sur du 3 à 5 litres par vache par jour ou 1 à 2. Donc, ok, donc on est déjà sur des valeurs qui sont importantes. Donc, effectivement, il y a des impacts majeurs au stress thermique. Donc, on peut les scinder aussi en deux, ces impacts du stress thermique. Il y a les impacts immédiats. Et puis, on va voir qu'il y a des effets aussi à plus long terme qui font aussi monter la sauce. Donc, les impacts immédiats, globalement, c'est une baisse d'activité des animaux. Et puis, tout ça, ça va entraîner des réactions en cascade, donc une chute de production immédiate. Ceux qui sont en traite robotisée peuvent constater aussi des baisses de fréquentation du robot, diminution de l'alimentation, augmentation des refus. Il y a une augmentation de la consommation d'eau, mais là, cette eau-là, elle n'est pas utilisée à des fins de production laitière, mais plus pour essayer de rafraîchir le métabolisme. Et puis, il peut y avoir aussi augmentation des problèmes sanitaires comme les cellules. Et puis, les effets à plus long terme, là aussi, c'est des effets en cascade, ensuite, ralentissement du métabolisme. Et c'est ce qu'a dit Florian au début de la présentation, c'est que ça va impacter vraiment toute la reproduction de vos animaux. Donc, il y a une diminution de la détection des chaleurs, une baisse globale du taux de fertilité. Et puis, sachez aussi qu'il y a un impact sur la production de la descendance. Des petites génisses qui ont dont la mère a subi un stress thermique en fin de gestation. Quand la génisse était in utero encore, et sa production laitière future va en être impactée. Donc, c'est vraiment des effets à long terme qu'on ne mesure pas toujours, qui ne sont pas facilement mesurables, en tout cas, je vous l'accorde. Mais en tout cas, il faut les avoir en tête. Et puis, globalement, voilà, il y a un impact sur la production annuelle et sur la persistance laitière que va nous détailler Florian avec ce graphique. Sur la partie persistance, grâce au système VMS, eh bien, on a la possibilité d'enregistrer les productions de tous les animaux. Donc ici, on vous a représenté un graphique de production de lactation d'un lot multipart d'un troupeau. Donc, ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui, voilà, c'est l'impact des événements sur la persistance en lait d'un troupeau. Donc ici, on est sur un pic de lactation multipart à 44 kg, ce qui est plutôt très bien en système VMS. Et puis, ce qu'on va regarder derrière, voilà, c'est le lait produit à 200 jours.
Donc, il y a à peu près, grosso modo, sur des multiples 10 litres d'écart entre la production au pic et la production à 200 jours. Donc ici, on est dans les clous, 34 kg à 200 jours de lactation. Et donc, on voit bien une bonne persistance, donc une courbe qui suit normalement son chemin tout au long de lactation. Donc, ce qui va se passer avec le stress thermique, c'est que vos animaux qui vont être frais vélés ou qui vont véler pendant cette période-là, suivant les périodes, les phases de canicule, la durée, etc., ça va impacter leur pic. Il faut savoir que 4 litres au pic, c'est 1000 litres de lait sur la lactation. Donc, ce que vous n'avez pas au début, vous ne le rattraperez jamais. Et c'est pour ça que dans ces systèmes-là, ou même peu importe les systèmes de traite, on va chercher vraiment à maximiser le pic de production. Deuxième effet qui va avoir un impact sur la production, mais plutôt globale de votre troupeau. Donc, c'est notamment avec cette courbe qu'on l'explique. Si vous êtes à, par exemple, 200 jours de moins moyen au niveau de votre troupeau, donc vous cumulez les deux courbes primipare, multipare, vous allez retrouver votre niveau de production actuel. Donc, il faut savoir que si votre fertilité se décale par des problèmes de repro, notamment l'été, eh bien, ça va impacter votre production du troupeau. Donc, 10 jours en lactation de mois moyen, c'est 0,7 kg de lait. Pardon. Donc, si vous, par exemple, vous avez des écarts de mois moyen au niveau de votre troupeau, par exemple d'un mois, eh bien, vous avez des variations de niveau de production autour de 2 kg, ce qui est au final normal. Ça va avoir un impact sur votre marge sur co-alimentaire. Voilà, vous allez avoir des animaux qui produisent moins et donc qui vont moins bien valoriser votre ration, ce qui théoriquement vous nécessite de l'adapter. Et puis, un autre petit graphique, en tout cas des résultats pour vous illustrer l'impact sur la reproduction. Vous voyez là l'effet de l'été sur de l'eau de vache au niveau du taux de conception. Et donc, on voit que en tout cas, c'est sur de l'eau de vache, selon si elles ont été rafraîchies ou pas à l'intérieur du bâtiment. Donc, vous voyez que les vaches qui ne sont pas rafraîchies, le taux de conception, il descend fortement. On passe à 17% sur 44% en hiver. Et puis, on voit que si on rafraîchit les animaux, le taux de conception, en tout cas, il va beaucoup moins chuter, en tout cas dans des proportions qui sont vraiment moindres. Donc là, on illustre bien l'effet du stress thermique sur le taux de conception. Et puis, par la suite, vous comprendrez aussi plus tard, c'est l'impact des équipements de rafraîchissement aussi pour le maintien de ce taux de conception. Donc, c'est assez flagrant. Alors maintenant, le stress thermique, c'est bien gentil, vous allez me dire, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que ça commence? Comment on sait si on est en stress thermique ou pas? Donc peut-être que c'est des choses que vous savez déjà. Je vous repose la question dans l'onglet sondage. Selon vous, à partir de quelle température est-ce que vous pensez que vos animaux commencent à souffrir de la chaleur? Alors, on a plusieurs réponses. Bon, ça va, c'est du… Il y a eu beaucoup de communication là-dessus dans la presse, etc. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont connues. Donc, voilà, le 22 degrés l'emporte. Et il y a aussi des bonnes réponses. Ça dépend aussi de l'humidité, effectivement, on va le voir. Alors, quand est-ce que ça commence, le stress thermique? Il faut regarder ce tableau-là, qui est le tableau de l'index THI. Donc, l'index THI, c'est un index qui prend en compte à la fois l'humidité de l'air ambiant et la température pour pouvoir juger du ressenti de l'animal ou pas d'ailleurs, mais c'est vraiment un indice qui est très fiable. Donc, ce qu'il faut voir sur ce schéma-là, vous avez sur la gauche l'index THI pour les vaches laitières et sur la droite l'index THI pour l'être humain. Et ce qu'il faut vraiment voir ici, c'est que entre la gauche et la droite, on n'est pas du tout sur les mêmes ressentis. Donc, en vert, tout va bien, pas de stress. Et à partir du jaune, va commencer le stress. Donc, en jaune, un stress léger, en orange, un stress moyen, et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien qu'un être humain, pour nous, on va commencer à ressentir du stress léger à partir de 27 degrés. Et vous voyez que pour les vaches laitières, c'est beaucoup plus tôt que ça. Et donc, ça peut commencer effectivement à 22 degrés à partir de 45% de taux d'humidité. Donc, c'est vraiment, ça n'a vraiment rien à voir. Nos ressentis ne sont vraiment pas les mêmes. Donc, le côté pratique derrière ça, c'est que si vous faites le pas d'investissement sur un système de rafraîchissement de vos animaux, l'essentiel, ce n'est pas de se baser sur son propre ressenti à soi, mais c'est vraiment se baser sur le ressenti des animaux. Et donc, ce fameux ressenti des animaux, il faut pouvoir le mesurer. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir mesurer cet index THI-là. Et ensuite, l'autre chose à voir aussi, vous voyez
l'inclinaison des courbes de stress thermique pour la partie vache laitière. Donc, c'est que vraiment, plus le taux d'humidité est important et plus le ressenti de la chaleur et plus le stress thermique des animaux va être important aussi. Et ce qui fait que voilà, c'est vraiment essentiel de prendre en compte l'humidité pour le ressenti de l'animal et la gestion d'un système de rafraîchissement. D'autant plus que de l'humidité dans un bâtiment vache laitière, il y en a beaucoup. Déjà, il faut savoir que nous, dans nos climats français de base, on est quand même sur des taux d'humidité relatifs dans l'air qui sont plus au-delà des 40 qu'en dessous. Et puis, en plus de ça, vos animaux, ils dégagent énormément d'humidité. Il faut savoir que c'est 15 litres par vache en hiver et ça monte à 30 litres par vache en été. Donc, vous vous rendez bien compte que voilà, ça va venir aussi charger l'air du bâtiment en humidité. Il faut vraiment la prendre en compte. Alors, pour vous donner vous montrer un peu des effets bien concrets du stress thermique en fonction de la sévérité du stress et sa durée, vous voyez qu'un stress léger qui va durer que 4 heures, on va déjà avoir une perte immédiate sur la production autour de 1 kg par vache et par jour. Et puis, plus on augmente la sévérité du stress et plus on augmente aussi sa durée, et plus les pertes sont importantes. Donc, on peut monter à 2,7 kg sur un stress moyen. Et puis, quand on est sur des stress plus sévères, à 30 degrés, mais ce qui n'est pas rare, en tout cas maintenant dans nos climats, on peut monter jusqu'à 4 kg par vache et par jour en moins. Donc, c'est vraiment très, très, très conséquent. Et puis, si on projette un petit peu ces éléments-là sur 2 régions de France, vous voyez des résultats d'études qu'on fait, ces projections-là. On voit que, par exemple, en Ille-et-Vilaine, on peut avoir jusqu'à quasiment 2 kg de perte de production par vache et par jour. Et puis, bien sûr, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui ont des climats plus chauds, on va arriver jusqu'à 3,5 kg de lait en moins. Donc, c'est vraiment très, 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 très important. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe dans quelle région de France on se situe, on a l'impact sur la production, l'impact immédiat, en tout cas, il a lieu, peu importe dans quelle région de France on se trouve. Et puis là, on ne reparle pas des conséquences à plus long terme que je vous ai expliquées tout à l'heure, mais si on les prend en considération, vous vous rendez compte que c'est vraiment encore moins négligeable. Il y a un élément qui est facile à remarquer aussi dans vos bâtiments pour essayer de juger du stress thermique de vos animaux, c'est de s'attarder un petit peu sur la fréquence respiratoire des animaux. Donc, il faut savoir que, alors c'est variable en fonction des animaux, en fonction de leur âge, en fonction de leur niveau de production, évidemment. Mais voilà, globalement, quand on n'est pas en période de stress thermique, une vache qui va bien, on est sur une fréquence respiratoire en dessous de 60 respirations par minute. Et puis, des journées avec stress thermique, et ben là, vous voyez ces mêmes animaux. Donc, elle ne dépasse pas toutes les 60 respirations par minute. Alors, celle du milieu, oui, elle allait monter à 76 respirations par minute. Donc, elle est vraiment, vraiment en souffrance. Et puis, les autres, elles sont encore en dessous de 60. Mais une journée sans stress thermique, elles étaient aux alentours des 20. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une augmentation, même si elles sont un peu moins en souffrance. Donc, ça, c'est un moyen aussi pour vous de repérer un stress thermique dans le bâtiment, c'est vraiment de regarder cette fréquence respiratoire-là. Alors, les animaux, naturellement, ils ont des moyens de rafraîchissement. Ils essayent de faire baisser leur température corporelle. Donc, ces moyens-là sont assez limités chez les animaux, il faut le savoir. Et puis, ils font rentrer en jeu leur environnement. Donc, c'est le cas de la conduction, la radiation. Et puis, il y a aussi l'évaporation par transpiration et par respiration. Donc, on l'a vu, c'est pour ça qu'elles vont augmenter la fréquence respiratoire. Il faut savoir que le potentiel d'évacuation de chaleur par la transpiration est très réduit. Donc, les vaches laitières, elles produisent presque 20 fois plus de chaleur que nous, mais elles ont une capacité de transpiration qui est 10 fois plus réduite que la nôtre. Donc, on ne joue vraiment pas dans la même course, si je puis dire. Et puis, il y a un autre phénomène aussi qui les aide à se rafraîchir, c'est le phénomène de convection. Donc là, c'est par la circulation d'un fluide autour de l'animal, donc que ce soit de l'eau ou de l'air. Et c'est quelque chose que j'ai mis en gras parce qu'on va voir par la suite que c'est là-dessus qu'on capitalise pour tout ce que sont les systèmes de rafraîchissement des animaux dans les bâtiments. Alors, les méthodes de rafraîchissement des animaux dans les bâtiments, on peut les dissocier, on peut les présenter en deux groupes. Il y a les méthodes de rafraîchissement direct. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de rafraîchir l'animal en lui-même.
C'est vraiment l'objectif centré sur l'animal. Et ça, c'est des méthodes qui sont appropriées pour tous les climats. Et puis, il y a les méthodes de rafraîchissement indirect, où là, on cherche à rafraîchir l'air ambiant, rafraîchir l'environnement de la vache pour qu'elle perçoive un peu moins de chaleur et favoriser les échanges thermiques. C'est beaucoup moins maîtrisable dans nos types de bâtiments parce qu'on est sur des bâtiments qui sont ouverts. C'est beaucoup plus facile de maîtriser ça dans des bâtiments hors sol. Donc, c'est ce qu'on rencontre dans les ateliers porcs, par exemple. Mais c'est vrai que pour les ateliers vaches laitières, c'est beaucoup plus compliqué de maîtriser ces méthodes-là. Et donc, les effets sont beaucoup plus limités. Donc, la première méthode, en tout cas pour le rafraîchissement direct, c'est uniquement d'installer des ventilateurs dans le bâtiment. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est évacuer la couche de chaleur qui est concentrée au niveau de la peau des animaux, et ça par convection, donc à l'aide d'un flux d'air. Donc là, on va positionner les ventilateurs bien orientés sur le dos des animaux, dans l'objectif d'avoir au minimum 2 mètres par seconde de vitesse de flux d'air ressenti par les vaches pour permettre d'évacuer la chaleur. Donc là, ça permet également d'évacuer les odeurs et de renouveler l'air. Et puis, donc, ces systèmes-là, on va principalement les installer au-dessus des logettes, ou en tout cas de l'air paillé, en tout cas au-dessus du couchage, parce que c'est là que les animaux passent le plus de temps. On l'a dit, une vache qui est couchée, c'est une vache qui produit. Donc, étant donné qu'elle passe le plus de temps couchée, c'est là où on va s'attarder à les rafraîchir. Et donc, on oriente bien, on incline bien les ventilateurs sur le dos des animaux et bien positionnés au-dessus des logettes. L'avantage de ces systèmes-là de ventilation mécanique, c'est qu'on va aussi pouvoir les faire tourner en hiver à vitesse beaucoup plus réduite. Là, on ne va pas chercher à créer un flux d'air, on ne cherche pas à créer un courant d'air, mais juste pouvoir brasser l'air et renouveler l'air du bâtiment. Donc, ça aide aussi en hiver à évacuer l'humidité, qui est, comme je vous l'ai dit, très présente aussi en hiver. Ça aide aussi à maintenir la qualité sanitaire du bâtiment et du lait, parce qu'on va pouvoir assécher les litières et bien maîtriser l'air ambiant. L'autre méthode aussi sur laquelle on travaille chez De Laval, c'est ce qu'on appelle le co-cooling. Donc, c'est un système de douche à vache. Donc, c'est de l'aspersion et la ventilation mécanique qui suit. Donc là, on vient doucher l'animal. L'objectif, c'est vraiment de le mouiller. Et par l'association d'un flux d'air là à vitesse beaucoup plus élevée sur l'animal qui est mouillé, on va augmenter par 5 la dissipation de la chaleur. Donc avec ce système-là, on peut prétendre réussir à évacuer toute la chaleur que dégage une vache laitière haute productrice. Donc là, on va installer une rampe de pulvérisation d'eau au-dessus de la table d'alimentation et au-dessus des aires d'attente, c'est aussi possible. Donc, bien évidemment, pas au-dessus du couchage pour ne pas mouiller les litières. Donc, c'est vraiment sur la table et sur les aires d'attente. Et puis, vous voyez qu'on installe également une rangée de ventilateurs là pour avoir une vitesse bien plus importante. Donc, Florian, je te laisse commenter cette petite vidéo. Oui. Alors, je ne sais pas si tout le monde va bien visualiser, mais voilà, l'intérêt, c'était de faire des mesures. Donc, nous, ce qu'on peut voir à travers de nos audits ou chez des clients qu'on suit, donc la mesure de ventilation, donc là, avec l'anémomètre, bien mesurer l'orientation des ventilateurs et qu'on ait bien plus de 3 mètres secondes au niveau de la table d'alimentation où est mis en place ce système de douche. Voilà, il faut aussi faire attention à pas non plus trop ramener d'eau au niveau du bâtiment, surtout pour la partie boiterie et aussi pour la partie pneumonie. Donc, on doit bien gérer le temps d'aspersion avec le temps de ventilation et faire que le flux soit bien orienté sur les animaux. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais là, on voyait bien au niveau de l'anémomètre une montée d'air autour des 5-6 mètres secondes. Sans jamais descendre en dessous de 3, c'est vraiment le primordial pour sécher les animaux. Donc, on vous a fait passer quelques résultats d'études qui nous viennent de nos confrères européens, donc espagnols et italiens, qui, eux, sont acclimatés à ça depuis longtemps. Et donc, ici, un résultat d'un troupeau de 500 vaches en Italie. Donc, en bas, vous retrouvez les différentes années depuis 2015, avec les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, etc.
Et puis, on voit à partir de mai des baisses de lait plus ou moins importantes, on va dire, en fonction des étés. Donc, notamment là, on avait vu une baisse en 2015 qui a été assez forte. Donc, ce qu'on va regarder avec ce système de rafraîchissement des animaux et de cooling, c'est le ratio production été sur production hiver. Donc ici, lors des fortes baisses, on était à un ratio de 0,79, donc ça veut dire 20% de baisse de production liée à la chaleur l'été. Et en 2018 a été installé dans cet élevage-là le système de cooling. Et donc, on a pu voir un maintien de la production et donc un ratio autour de 0,96. Voilà, on n'arrivera jamais à ne pas perdre, mais tout du moins limiter la perte. Et c'est bien grâce à ça qu'on va juger de l'efficacité du refroidissement. Autre étude également qui vient d'Italie, là, sur une ferme de plus de 500 vaches, où là, eux, ils avaient plutôt enregistré la partie fertilité, l'impact de la fertilité. Donc, on voyait directement les taux de conception, là, donc les nombres d'IA par IAF, IA fécondante, qui chutaient très fortement l'été. Et on va expliquer l'incidence sur la partie production globale du troupeau et impact sur les réformes subies reproduction. Donc là, en 2017, oui, pardon, a été installé le système de cooling et on a pu voir du coup un effet beaucoup plus lisse au niveau de la repro avec des animaux qui ont pu être inséminés pendant les périodes de forte chaleur. Un dernier cas concret, plus localement, donc en France, qu'on a voulu vous faire part, donc dans le sud-ouest, donc un troupeau de 120 vaches qui, cette année, a investi dans le système de cooling après pas mal d'essais réalisés avec différents systèmes. Donc, à savoir, comme vous pouvez le voir ici au niveau du bâtiment, c'est déjà un bâtiment qui était ouvert de part et d'autre sur les longs pans au niveau des murs. Donc là, il y a un filet brise-vent à droite, un mur gonflable, toiture isolée. Donc, c'était quelqu'un qui avait déjà reconstruit un bâtiment pour ses animaux et en voulant améliorer le confort, mais avait été installé seulement dans ce bâtiment des brasseurs d'air qui, eux, brassaient l'air au niveau de façon horizontale, sans forcément que les flux soient dirigés sur les animaux. Donc, ce qu'on a pu voir dans cet élevage au niveau des résultats, donc on a regardé ces fameux coefficients de persistance, été sur hiver. Donc en 2018, donc ici vous retrouvez entre juin, en bas donc les dates pour ceux qui ne peut-être voient pas très bien, donc à gauche c'est juin, 15 juin jusqu'au 1er septembre, avec en rouge la production du troupeau. En noir, vous avez une autre courbe pour les puristes, on pourra peut-être la détailler après, qui prend en compte aussi le mois moyen, le nombre de primipares, etc. Donc c'était significatif. Et donc on pouvait voir un coefficient de persistance, été sur hiver à 0,84, donc ça veut dire 16% de baisse l'été. Bon, à savoir que dans cette région, voilà, quand on parle de THI, on a une forte hygrométrie, donc avec un THI 72 à 10 heures du matin. Donc c'est un impact assez fort au niveau du temps de stress thermique au niveau du troupeau dans la journée. Donc en 2019, une année qui a été assez critique au niveau des pics de canicule, parce qu'ils ont été assez forts en termes de température. Donc ici, vous retrouvez toujours en rouge la partie production. On vous a ajouté en bleu les nombres de traites, parce qu'on est sur un système robot de traite. Donc en plus de l'impact du stress thermique sur les systèmes équipés de robots, eh bien, on va avoir un impact sur le volontarisme des animaux, et donc ça nous fait du travail en plus d'aller pousser et collecter les animaux. Donc là, on a pu voir dès les premiers pics qui sont apparus au mois de juin, voilà, de fortes baisses de production et de fréquentation. Et donc là, on a subi plusieurs chutes au niveau du troupeau. Et donc, pareil, un coefficient autour de 0,84. Donc cette année, avant les fortes chaleurs, donc il y a eu une décision qui a été prise dans cet élevage d'installer un système de refroidissement, puisque la partie ventilation n'était pas suffisante. Et donc, on a pu voir l'effet du cooling au niveau de la production du troupeau. Donc, on a vu quand même une légère baisse au niveau du mois d'août. Voilà, ça s'est vraiment limité. Et donc là, on a pu calculer un coefficient de été sur hiver de 0,94, donc qui est dans les objectifs de la mise en place de ce genre de système de refroidissement. Et après, si vous vous amusez à chiffrer ce que ça donne,
Donc là, dans cet élevage-là, on a gagné 10% de production. Donc, il faut savoir que c'est quand même un élevage qui produit 1 400 000 litres sur 2 stations, avec de la vente directe derrière. Donc, il y avait quand même des notions d'appro qui sont importantes. Donc, 10% de lait en plus dans cet élevage-là sur les mois d'été. À ces 38 tonnes de lait, ça fait 13 000 euros. Donc, ça justifie déjà, et le retour sur investissement de ce genre d'outils doit être assez rapide. Et donc là, on a pu en mesurer les gains cette année. Donc pour conclure un peu sur notre sujet du jour, hein, sur cette longévité, bref, ce qu'on veut que vous reteniez un peu de ce grand terme, c'est que déjà que c'est une notion stratégique. Donc on ne fait pas de la longévité pour faire de la longévité. Il peut aussi avoir des finalités de génétique, hein, c'est-à-dire de vouloir renouveler son troupeau rapidement pour vendre de la génétique, mais dès lors qu'on a du gain, on va dire qu'on valide, mais ça renvoie vraiment une stratégie de vos élevages. Donc la longévité, entre guillemets, vous ne devez pas la subir, c'est vous qui devez la prendre en main. Et pour la prendre en main, pour moi, ça rejoint cette notion de confort du bâtiment dans lequel vous devez investir tous les ans continuellement pour augmenter le confort de vos animaux. Et derrière, vous allez forcément avoir une répercussion économique. Et donc, comme on a pu le voir au niveau de la rentabilité, vous dégagez du volume de chiffre d'affaires par animal. Et puis, comme on l'a vu, le confort, c'est vraiment un critère essentiel dans la maîtrise de cette longévité, parce que voilà, ça aide à limiter les réformes précoces, ça permet un bon confort, aide à l'expression du potentiel laitier de vos animaux. Donc, c'est vraiment un critère essentiel et sur lequel vous pouvez agir. Et puis, comme on l'a vu, le stress thermique, voilà, ça va devenir une réflexion incontournable. La lutte contre le stress thermique, peu importe dans quelle région de France on se situe, c'est vraiment un problème qui concerne tous les éleveurs. Donc, on est arrivé à la fin de cette présentation et je vous remercie déjà d'avance de l'intérêt que vous y avez porté, de toutes les questions que vous avez posées. Donc, on s'engage à répondre à toutes les questions, donc soit de vive voix là jusqu'à la fin du temps imparti, ou bien par la suite, on le fera par email si on n'a pas pu de vive voix répondre à toutes vos questions. Donc, on va commencer à répondre à des questions. Florian, je te laisse prendre une question si tu as… Alors, donc, pour les petites parties, donc pour ceux qui sont connectés là, parce que je vois que sur le chat, il y en a qui ont mis aussi des questions. Vous pouvez les radresser sur la partie l'onglet questions. Donc là, on va commencer par la première question de Paul Leroux. Donc, je vais un peu tutoyer, hein, je tutoie assez facilement pour essayer que ce soit plus sympa. Donc, Paul, quelle hauteur devons-nous placer les abreuvoirs? Donc, entre 75 et 80 cm. Donc, c'est une bonne réflexion pour la partie accessibilité à l'auge. Bon, pas trop, bien sûr, mais bien souvent, ils sont plutôt bas. Et du coup, ils se souillent parce que les animaux peuvent faire leur déjection dedans. Donc, entre 75 et 80 cm. Je vais enchaîner sur la deuxième de Damien Masset. Donc, Damien, quelle solution pour augmenter la hauteur de la barre au garrot dans une installation existante? Donc, effectivement, j'ai parlé de barre cintrée, qui est une solution, on va dire, de facilité, puisque vous achetez la barre directement cintrée. Donc, la solution sur une barre droite, c'est de mettre une cale. Donc, en fait, entre ton tubulaire et ta barre au garrot, de mettre une cale en bois, donc d'acheter des vis plus grandes pour la rehausser de 10-15 cm. L'inconvénient de la cale, c'est que ça peut bouger et ça peut ne pas durer tellement dans le temps. Sinon, il y a possibilité de mettre des cavaliers, donc une rehausse avec des cavaliers. Mais ce qu'on a pu voir sur le terrain, c'est qu'acheter les brides avec la rehausse, les cavaliers, ça coûte plus cher que d'acheter la barre cintrée. Alors, il y avait une question là dans la partie chat. Un refroidissement adiabatique est-il suffisant? La climatisation consomme beaucoup et coûte cher. Donc, je ne sais pas si vous pouvez préciser par quel moyen de rafraîchissement vous entendez par adiabatique. Donc, c'est des méthodes qui ne prennent pas en compte les échanges de chaleur, mais à quelle méthode particulièrement vous pensez. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, les animaux, de toute façon, dégagent énormément de chaleur, que naturellement, elles ne peuvent pas l'éliminer et que plus la chaleur augmente,
la chaleur de l'air augmente et moins elles pourront le faire de toute façon. Donc, il est indispensable de venir en support, hein, de venir aider les vaches à évacuer cette chaleur-là. Donc, c'est vrai que le système de ventilation, ça, c'est en tout cas l'objectif l'objectif de Laval, c'est de répondre à cette problématique-là, aider les animaux à évacuer leur chaleur par le phénomène de convection. Et donc, ça passe par de la ventilation. Air, eau, voilà. Donc, l'air, c'est ce qu'on fait avec le système de ventilation. L'eau, c'est aussi un moyen de rafraîchir les animaux par convection, là encore, parce qu'on a un échange thermique entre l'eau et l'animal. Après, l'intérêt d'un système de ventilation pour rafraîchir les animaux, c'est qu'on va pouvoir aussi bénéficier des bénéfices de la ventilation pour l'hiver. Donc, ça c'est pas uniquement pour rafraîchir les animaux, c'est aussi pour homogénéiser l'air, évacuer l'air vicié. Donc, ça répond aussi à un autre objectif en même temps. Autre question, je vois effectivement il y en a qui réagissent sur la partie coût des airs paillés par rapport au stress thermique. Donc ça, c'était une des photos qu'on a montrées dans le diapo. On est sur le même principe, hein, la même logique. Donc, on va avoir un système de ventilation orienté, donc flux d'air orienté sur les animaux au niveau du couchage, donc au niveau de l'air paillé, en fonction de vos dimensions d'air paillé. Donc là, il y a des choix de ventilateurs qui sont encore plus importants parce que votre air paillé peut être plus ou moins long, plus ou moins large. Et les flux de ventilation peuvent varier en fonction des modèles de ventilateurs. Et ensuite, la partie table d'alim, qui généralement, même en bâtiment air paillé, c'est une zone qui est raclée, où là, on va pouvoir plutôt partir sur un système de douche pour refroidir les animaux, avec des ventilateurs, comme on vous l'a montré, orientés sur les animaux avec une vitesse de vent plus importante. Donc ça fait partie notamment d'une des installations que vous avez pu voir dans la présentation. Marie-Cécile, je te laisse peut-être répondre sur la partie brumisation. C'est peut-être ça qu'ils entendaient par RO. Ouais, quelle efficacité le système de brumisation par rapport à un système de co-cooling? Là, on est dans la différence entre la partie rafraîchissement direct et la partie rafraîchissement indirect. Donc, la brumisation, c'est un système de rafraîchissement indirect parce que là, on mise sur l'évaporation de l'eau dans l'air pour diminuer la température de l'air, alors que le co-cooling, on est vraiment on mise sur le rafraîchissement de l'animal, c'est du rafraîchissement direct où on cherche à évacuer le surplus de chaleur de l'animal par l'évaporation de l'eau sur sa peau. Donc, encore une fois, les systèmes de rafraîchissement indirect, ça a des effets assez limités dans nos climats et parce qu'on est sur des bâtiments en plus qui sont ouverts. Donc, on ne maîtrise pas complètement l'ambiance du bâtiment. Donc, on ne peut pas maîtriser complètement l'humidité et ça aurait tendance à augmenter le taux d'humidité dans les bâtiments, ce qui est pas du tout l'objectif comme vous l'aurez compris. Je rebondis sur l'autre question de Florian Leguet par rapport à la différence entre les ventilateurs à flux horizontal ou à flux vertical. Donc moi, je vais parler plutôt en flux. Donc un flux horizontal, c'est ce que vous appelez généralement un brasseur. Et un flux vertical, c'est ce que vous appelez vulgairement un hélicoptère. Donc ça va dépendre vraiment justement de votre type de bâtiment. Donc si c'est pour faire le lien avec votre air paillé, effectivement, un flux vertical au niveau de l'air paillé peut avoir plus de sens puisqu'il va couvrir un plus large spectre. Donc tout dépend après de votre largeur d'air paillé et du choix des ventilateurs que vous allez faire. Parce que c'est pareil au niveau des hélicoptères, vous avez des plus ou moins longues pales et donc ils vont brasser plus ou moins large au niveau du cône. Il faut savoir par contre, ça fait vraiment un cône de ventilation au niveau des hélicoptères. Donc c'est aussi plutôt tourné ou adapté à des bâtiments qui sont ouverts sur les longs pans, de façon à ce que le flux d'air parte sur les côtés. Parce qu'un des objectifs aussi de la ventilation, c'est de renouveler l'air vicié, donc que l'air souillé, entre guillemets, puisse s'évacuer.
Et ça peut faire le lien avec l'autre question, là, la différence préconisation entre ventilation horizontale et verticale. Il y a plusieurs écoles, hein, et ça dépend vraiment des objectifs. Voilà, nous, l'objectif chez De Laval, c'est vraiment centré sur l'animal, c'est de faire du rafraîchissement direct. Et pour pouvoir rafraîchir l'animal, il faut un flux d'air minimum de 2 mètres secondes qui soit orienté sur les animaux. C'est pour ça que les ventilateurs sont inclinés. Et c'est pour ça qu'on se préoccupe réellement d'une vitesse de flux d'air et non pas de mètres cubes déplacés. Donc, on privilégie ces installations-là. Et tout ce qui est système d'hélicoptères sont là pour brasser l'air, pour aider au renouvellement. Mais on a beaucoup moins cet effet de rafraîchissement parce qu'il faut à minima 2 mètres secondes. Et vous voyez que pour faire du co-cooling, on est à bien plus que ça. Il faut au moins 3 mètres secondes. Donc, on est, encore une fois, pas sur les mêmes objectifs. Autre question, là, sur la partie, je vois plus réglage robot, donc pour ceux qui seraient équipés de robots de traite, en lien avec le THI, maintien des performances. Effectivement, hein, il y a des bonnes pratiques à mettre en place quand on sait justement qu'on va passer, parce qu'en plus avec les prévisions météo, souvent vous avez quand même la météo à 2-3 jours à peu près fiable, enfin, j'ose l'espérer, qui permet d'anticiper ces épisodes. Donc comme on a montré là sur les évolutions de production avec les coefficients été sur hiver, donc une baisse de lait dit au robot, recalcul de l'alimentation, baisse de l'aliment, baisse de l'aliment, baisse de lait, baisse de lait, baisse d'aliment, et hop, on peut rentrer dans un cercle vicieux, et notamment sur les fraîches vélées, où finalement on écrète la production, où on amplifie la baisse de lait à cause de l'alimentation automatique. Donc une des bonnes pratiques, c'est d'exclure du calcul automatique ou de mettre en alimentation fixe les animaux pour éviter que la baisse soit amplifiée par l'aliment. Par contre, voilà, sur vos fraîches vélées, où généralement on les challenge avec l'aliment pour aller exprimer le pic, les 0,60 jours, on les laisse suivre la table en fonction des jours, puisque là, ce n'est pas la production qui est utilisée pour le calcul. Dans un système robot, vous placez en priorité le système co-cooling. Dans un système robot, le système co-cooling, il est installé au-dessus des cornadis, donc tout le long de la table d'alimentation et aussi sur l'aire d'attente. Alors, si la configuration du bâtiment le permet, hein, ça dépend toujours comment c'est fait. Donc surtout pas sur les logettes, hein, parce qu'on ne va pas ramener d'eau sur le couchage, bien évidemment. Par contre, qui dit co-cooling, c'est-à-dire qui dit douche à vache sur une partie du bâtiment, dit obligatoirement ventilation sur la partie couchage, parce que l'objectif, c'est pas de créer des zones privilégiées dans le bâtiment où les animaux auraient tendance à se regrouper quand il fait chaud. Il faut vraiment que toute l'ambiance du bâtiment soit agréable pour elle. Et la partie douche à vache, ça permet vraiment d'aller un petit peu plus loin quand le rafraîchissement par la ventilation seule ne suffit plus. Pour compléter la réponse de Marie-Cécile, il n'est par contre pas judicieux d'installer le co-cooling uniquement au niveau de l'aire d'attente, comme ça peut être fait avec un robot de traite. Comme ça pourrait être fait en système de traite conventionnel, là où c'est judicieux, effectivement, parce que les animaux, ils attendent pendant la durée de la traite. En système de traite volontaire robot, ce n'est pas judicieux de le mettre qu'au niveau de l'aire d'attente, parce que là, vous allez concentrer votre flux d'animaux à cet endroit-là, et forcément, ça va gêner la circulation, parce qu'il y a des animaux qui vont rester là très longtemps, ou qui vont être un peu bloqués à cet endroit. Donc, l'idée de la ventilation en général dans un bâtiment, c'est quand même qu'elle reste, on va dire, homogène, de façon à ce que les animaux puissent continuer à bien se répartir, et d'autant plus en traite volontaire, où là, on ne traite qu'une vache à la fois, donc on ne veut pas créer de bouchons. Donc, je tenais à préciser cette partie-là. Je crois qu'il y a une question qui est passée à la trappe tout à l'heure sur la partie coût d'investissement. Donc, c'est assez compliqué là d'annoncer un tarif comme ça, parce qu'il y a aussi il faut savoir que dans le système co-cooling, comme on le propose, il y a aussi tout un système de capteurs de présence qui sont possibles d'installer. Et ça permet de réaliser des économies d'énergie en
en ne pulvérisant pas de l'eau sur toute la surface de la table d'alimentation s'il y a seulement quelques vaches qui sont à un endroit. Donc, on peut installer des capteurs de présence et séparer la table en plusieurs zones pour faire des économies d'eau, en tout cas à ce moment-là. Donc, ça va changer aussi beaucoup la note, hein, évidemment. Et puis, ça dépend aussi de la conception du bâtiment. Par contre, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que investir dans un système de rafraîchissement des animaux, si vous reprenez un petit peu tous les éléments qu'on a essayé de vous faire passer sur les impacts à moyen, long et court terme, il faut savoir qu'un investissement comme ça, c'est rentable et ça va le devenir de plus en plus vu les phénomènes climatiques extrêmes qui vont devenir de plus en plus fréquents. Donc, on est sur un retour sur investissement qui est assez rapide. Autre question de Mickaël sur la partie côté sanitaire. Quel impact sur le côté sanitaire à la ventilation sous les vaches laitières, cellules, taux, boiterie? Alors, sur la partie sanitaire, c'est plutôt lié par rapport à ce stress. Hein. Donc, dès que la vache elle est en situation de stress, et encore plus, malheureusement, les fraîches velées sur lesquelles ça va avoir un impact, comme on l'a dit, hein, fertilité, production. Dès lors que c'est un impact fertilité-production, forcément, ça a un impact sur les taux. Donc, la vache va consommer beaucoup d'énergie pour essayer d'évacuer avec son extra chaleur ce qu'elle peut. Mais comme l'a montré Marie-Cécile, elle n'est pas très efficace à évacuer elle-même la chaleur, ce qui est normal avec son cuir. Donc là, on va avoir un impact sur les taux. Et ensuite, au niveau des boiteries ou autres problèmes, j'ai envie de dire, sanitaires, dès lors que votre vache elle a un stress, ça va impacter son immunité. Et là, généralement, par exemple, si on parle de boiterie et notamment de dermatite, on va avoir une recrudescence de la dermatite à ce moment-là, et notamment sur les vaches les 0-100 jours, hein, qui, elles, en plus d'avoir une demande énergétique élevée, elles vont subir un stress thermique. Donc, ça va se rajouter potentiellement sur des animaux qui seraient à risque ou sur ce qu'on appelle, vous devez le voir chez vous, là, les vaches sentinelles, qui, dès qu'il y a un truc qui se passe, une transition alimentaire, ces animaux-là, ils réagissent. Donc là, vous devez le voir, de toute façon, pour ceux qui ont pu le voir encore cet été, que c'est souvent les mêmes animaux qui en pâtissent. Oui, et puis d'un point de vue général, la ventilation, ça a des impacts, améliorer la ventilation dans les bâtiments, ça a un impact hyper bénéfique sur le côté sanitaire. Il y a un assèchement des litières, du coup, il y a moins de cellules, c'est des choses qui sont remarquées, ça marche aussi du coup pour les boiteries, donc c'est très, 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 très bénéfique aussi dans ce sens-là. Je réponds à la question de Martin Rubaud, l'idée de la consommation d'eau pour un co-cooling. Il faut savoir que on l'a vu, une vache laitière en stress thermique, elle va augmenter sa consommation d'eau. L'installation d'un système de co-cooling fait on va utiliser de l'eau pour la rafraîchir, mais du coup, elle va pas boire, elle va pas surconsommer d'eau en tout cas. Donc en fait, ce qu'on sait, ce qui est étudié et noté, c'est que du coup, on est sur une stabilité de la consommation estivale, parce que l'eau que la vache ne boit pas, l'eau qu'on utilise pour le co-cooling, en tout cas, c'est de l'eau que la vache ne surconsomme pas. Donc, on est dans ces proportions-là. Et puis, toujours en rapport avec l'eau, co-cooling sur la table d'alimentation n'a-t-il pas de risque d'échauffement de la ration? Alors là, l'objectif, bien sûr, c'est pas du tout de pulvériser de l'eau sur la ration. Donc, l'installation est faite de telle manière à ce que la douche soit vraiment orientée sur les animaux. Donc, ça va vraiment, ça leur mouille le dos et l'arrière-train. Et ça, pas du tout sur le couloir de distribution. Hein. Donc, il n'y a pas de ce souci-là. Donc, voilà. Je pense que de toute façon, on va arriver à la fin du temps imparti. Merci à tous pour vos questions. Donc, il y a une question, voilà. Donc, est-ce qu'il y a moyen de revoir la vidéo? Oui, toutes les personnes inscrites, vous allez recevoir le replay. Donc, pas de panique, Emmanuel, vous pourrez voir le replay de la vidéo. Et puis, on répondra par mail aux questions qu'on n'a pas pu finir de répondre. Voilà. Merci en tout cas à vous tous de l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire, et merci pour tous ces échanges qui étaient très, très intéressants. Donc, si vous voulez aller plus loin sur cette thématique-là,
Et ben, sachez que donc prochainement, vos concessionnaires de Laval vous contacteront pour vous proposer des visites privées d'installation co-cooling, par exemple, si ça vous intéresse. Donc, notez déjà que la concession Team 3 va vous proposer une ferme ouverte le 15 octobre et qu'il y a une dizaine d'autres de fermes ouvertes qui sont prévues. Et puis, sachez que donc Florian, avec son cabinet FDS, réalise des audits d'aménagement du bâtiment. Donc, si vous voulez aller plus loin dans cette réflexion-là, n'hésitez pas à les contacter. Et puis, je vous invite aussi, vous allez avoir un petit lien qui va apparaître. Vous pouvez aller télécharger le guide de la longévité. Vous allez retrouver plusieurs éléments dont on a discuté ce matin. Et puis, vous pouvez vous rendre sur le site de Laval, la chaîne YouTube pour aller approfondir d'autres sujets si vous le souhaitez. Voilà. Et bien, écoutez, un grand merci à vous. Merci beaucoup, Florian, pour ta participation. Et puis, à très bientôt. Merci à tous. Merci de m'avoir invité sur cette conférence. Et puis, bravo. Merci pour toutes les questions. C'était malgré tout assez dynamique. Au revoir.